Bonjour à tous, bienvenue sur Le Surveillant pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit tour par l'Espagne. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous laisse sur l'essai et la présentation de la Seat León Cupra R 5F. On se retrouve avec le propriétaire du véhicule. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour Corentin, du coup, propriétaire d'une Cupra R. Ouais. Et voilà, le numéro 50 sur 799. Merci beaucoup pour ta venue aujourd'hui. Et puis ce modèle rare et appréciable puisqu'on n'en a jamais vu sur la chaîne. Donc on va commencer par la face avant de ce beau modèle. Alors donc comme je l'ai dit en intro, comme tu viens de le préciser, on va faire une Cupra R, donc 5F, parce qu'il y en a eu sur les générations précédentes. Mais celle-ci est intéressante parce que c'est la dernière version un peu Seat. poussée et puis la dernière version de chez Seat. Ouais. Voilà. Donc voilà. Après pour la face avant... quelques évolutions quand même. Ouais. Différences notables par rapport à la normale. Esthétiquement, on a les écopes. Oui. Donc tu as toutes les écopes R avec les parties en couleur cuivre qui sont spécifiques de la Cupra R et qui maintenant ont été adaptées aux nouvelles Cupra. La lame aussi. La lame aussi en carbone, bien sûr. En fait, tous les détails cuivrés sont propres à la Cupra R. C'est ça. En fait, ça a été sorti sur Cupra R de base. Oui. Et ensuite, ça a été adapté sur les Cupra 290, donc qui sont sortis à partir de 2018-2019. Donc là, voilà. En fait, c'est le logo Seat juste avant le changement et la création de Cupra en tant que marque. Et ici, c'est le logo Cupra à l'ancienne. On a l'élargisseur ici. Et ensuite, on le voit, ça se poursuit sur le reste du passage de roue. Moi, je trouve ça très agressif, très esthétique. Et ça va très bien avec une version R qui évoque évidemment la course, le circuit, etc. Et à savoir qu'on a appris tout à l'heure, avant de venir, que tout ce qui est écope et rajout sur la voiture, ça augmente de 12,5% l'aérodynamisme par rapport à une Cupra normale. Donc ça a vraiment une utilité. Un look. Et ouais, ça a bien une utilité malgré tout. J'ai regardé un petit peu les codes couleurs. Donc il y a le gris pyrénéen. C'est ça. Et est-ce qu'il est mat ou pas non. Du coup En fait, il y a trois couleurs d'origine sur sa voiture. Enfin, d'origine. Oui, c'est trois couleurs d'origine sur la voiture. À savoir qu'il y a peinture mat, covering mat sur du gris pyrénéen. Donc il y en a, c'est pas des vraies peintures. Et il y a du noir et le gris pyrénéen du coup. Et à savoir que celle-ci, ce n'est pas un covering comme on a pu l'entendre sur certains rassos. C'est une vraie couleur mat. Oui. Ok, mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même plusieurs petites options qu'on ne voit pas toujours chez les autres constructeurs. Et voilà, ils ont quand même un peu raffiné les possibilités à l'achat. 8 000 € à peu près d'écart avec une version normale. Je crois que c'était 40 à l'achat, je crois que c'était 49 000 €. Oui, et il y avait le malus qui faisait que c'était presque au niveau du seuil des 50 000 €. Mais d'ailleurs, je me demande si c'est pas une des premières, entre guillemets, premières sportives qui est sortie avec un code couleur mat. Tu sais, après il y a eu AMG, etc. Oui, c'est possible. Et je sais pas si c'est pas une des premières. C'est tout à fait possible. À vérifier. En tout cas, elle a vraiment cet aspect, puisque c'est la première voiture espagnole qu'on filme d'ailleurs. Et on sent bien un peu cette fierté agressive qu'on a dans les traits un peu tirés à la serpe, qui sont vraiment propres à Seat, à Cupra, mais qui vont dire ressortent encore mieux avec cet aspect légèrement mat, qui vient souligner les lignes et c'est très agréable. On a aussi les optiques de phare dont on a pas parlé. Oui, après ça c'est les mêmes que sur toutes les León, avec le rappel de Seat Lighting, la signature lumineuse devant. On va pouvoir passer ensuite sur les jantes, les freins, etc. Donc j'ai vu qu'on était en 19 pouces et après pour le reste je te laisse me 235-35-19, donc monte qui est sur toutes les Cupra. Voilà. La spécificité de la Cupra R du coup c'est les jantes Copper, donc on peut voir avec la finition cuivrée. Donc à savoir que pour tous ceux qui veulent en acheter une un jour ou qui ont des jantes Copper, c'est hyper dur à refaire parce que ceci n'est pas une peinture, c'est du vernis. Donc il n'y a que Seat qui a le vernis et le code. Et si vous voulez les refaire faire par un pro, ça sera de la peinture et du coup il y aura moins le côté brillant. Mais c'est vrai qu'en fonction de l'angle, ça change un peu de teinte. Et en fait, on a appris quand on a voulu refaire l'arrière, parce qu'il y en a une qui a des accros, mais ça arrive. Et en fait, on a appris que le code couleur n'existe pas réellement, c'est un vernis. C'est vraiment un vernis qu'il y a dessus. Pour passer côté freinage, on est sur les disques de freinage donc percés. Ils sont plus percés ventilés. coraux, je crois que c'est du Audi Performance. Du coup, c'est ce qu'on retrouvait sur les RS3. Donc c'est en Brembo 6 pistons. Donc pareil, ça freine hyper bien, c'est hyper mordant et tout. Par contre, à l'achat, c'est pareil, il faut bien y penser pour ceux qui veulent en acheter une. C'est si vous voulez passer sur du Zimmermann, parce que là c'est des Zimmermann, je crois qu'il y en a pour 2 000 €.
de disques. Donc voilà. C'est À savoir que ceux qui sont d'origine dessus sont à 1200, parce que moi j'avais une Cupra pareil, donc avec le pack perf avant. Et pack perf, ça inclut, donc, pour faire une précision, le pack perf inclut les gros disques et puis la petite jupe latérale avec la finition carbone au bout. C'est ça. J'imagine que les rétroviseurs ont aussi droit à une petite spécificité. C'est ça. Couleur bronze. Voilà. Si on prend vraiment l'histoire de la Saint Leon, c'est celle qui est la première berline traction qui est passée sous la barre des 8 minutes au NURB avant la Mégane, du coup, pour... Voilà, c'est l'histoire qui le dit, c'est pas moi. Je vais ni attaquer Renault Sport, ni attaquer peu importe, je m'en fous. Enfin, je suis pas là pour faire voir qui c'est qui a la plus grosse, entre guillemets. Hein. Mais juste, en fait, ils ont sorti donc cette version, avant en Cupra normal. Il y a une version avec qui s'appelle le pack Performance et le pack Sub 8 au début, le pack Énergie après. Moi, j'avais eu celle-là avant, donc j'avais une bleue avec des rétros orange et des jantes orange, donc qui était pour justement la. C'est pas une victoire, mais c'est pour dire qu'en gros ils sont passés sous les 8 minutes énormes. Il y avait ce pack là, et après il y avait le pack déchromé, enfin noir en gros. Tu choisissais entre le noir et l'orange. Je mettrai quelques photos pour illustrer un peu tout ça. Ouais, pas de souci, je pourrais même t'en envoyer si tu veux. La Cupra Air était uniquement disponible sur la version berline, comme ils l'appellent, parce qu'il y avait la version 3 portes et la RST, mais elle est sortie en après. R aussi. Elle existe en R, mais elle n'est pas numérotée par contre. Ok, et en 4 roues motrices aussi, sachant que celle-ci est une traction. Et ce qui est assez impressionnant au vu de la puissance qui est disponible, et on parlera plus tard quand on verra le bloc moteur. Donc ici on a un petit bout de finition carbone ici pour finir la... Pareil, spécifique à la R, parce que normalement c'est noir. On a aussi l'aile arrière qui est élargie. C'est ça. Qui vient vraiment muscler le profil de la voiture. Et je pense que si on passe sur un 3/4 arrière, ça se voit extrêmement bien grâce à cette espèce de déflecteur extracteur d'air qui dépasse complètement. Et à savoir que la voiture est un peu plus large, enfin le train arrière est un peu plus large aussi. Oui, j'ai vu ça, les voies élargies, c'est intéressant. Voies élargies, le logo R. Petit R avec les damiers. Si on redescend un petit peu, on a le diffuseur ici. Diffuseur carbone, spécifique aussi à la R. Et il y a l'édition carbone qui est sortie après. Et double sortie ronde, sachant que normalement elles sont ovales. C'est ça, c'est la spécificité de la R. Et puis après, tu as le rond carbone. Qui reste discret, mais qui fait bien son travail aussi. En tout cas, c'est extérieurement une voiture qui donne envie d'en découdre avec. Elle n'est pas là pour faire de la figuration. Après, c'est ça, mais après, je pense que la couleur mat aide beaucoup. Et puis, ça reste quand même entre guillemets un daily confort. Entre guillemets, je mets des guillemets parce que par rapport à une Cupra quand même normale, entre guillemets, c'est un peu plus raide de base. On va dire que le mode de confort dessus est aussi raide que le mode Cupra, je dirais, d'une Cupra 5F. Mais ça reste quand même confortable en daily pour avoir une Focus RS à côté. En MK3, c'est beaucoup moins confort que. C'est un juste milieu agréable. C'est ça. Donc on a en entrée un petit seuil Cupra, on a la contreporte en finition carbone avec du rétroéclairage sympathique inséré en haut, son bits propre au R aussi. Et puis je te laisse ensuite nous présenter ce bel intérieur. Alors, elle mérite d'être bien décorée. Il y a plein de trucs qui sont spécifiques à l'R. Déjà, si tu veux, il y a le volant en Alcantara qu'il faut qu'on refasse d'ailleurs. Parce qu'avec le temps et les mains, ça. Donc surpiqué en cuivre. Et puis logo aussi cuivré. C'est spécifique à l'R, ça tout ce qui est contour de bouche d'aération, c'est tout en cuivre. Je vois les compteurs blancs aussi. Compteurs blancs aussi qui sont spécifiques à la R, donc il n'y en a pas d'autres. C'est joli, franchement. Puis c'est rare, parce que les voitures modernes, aujourd'hui, elles se ressemblent toutes. Là, il y a une vraie spécificité pour le coup. Ça monte à 300, c'est cool. Et c'est... Non, on ne dira pas ça ici. Si, c'est sur Autobahn en plus. Donc, la madame a essayé, elle a pris 295 avec. C'est pas mal, Voilà. Ensuite, les sièges. Les sièges, donc pareil, sur une Cupra normale, c'est du surpiqué blanc. Et là, c'est surpiqué cuivre du coup. Avec une petite bande finie au carbone. Et puis l'inscription au centre, qui est très sympa. Ils ont une jolie forme, un peu comme les sièges Cobra sur d'autres marques. Et ils sont franchement, les Top Sport Cupra, ils sont très confortables. Comme je t'ai dit, j'en ai eu 2. Franchement, je voulais toujours les baquets parce qu'ils sont hyper confort. Bon, la partie que certains n'aiment et n'aiment pas, ça dépend. Boîte méca. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont mis le logo en haut. Ils ont délocalisé la grille sur le côté. Oui, normalement, elle est là sur les DSG, elle est à côté, et là, ils l'ont mis au-dessus. Ensuite, avec le pommeau en Alcantara aussi, pareil, qui rappelle la R. Le numéro. Le numéro ici. Sympa. Le numéro 50 avec écrit Limited Edition. Ensuite, tu as le bouton normal. C'est assez sobre. Et puis j'imagine qu'après, ça reprend les commandes habituelles. Ça reprend toutes les commandes de Cupra, Seat, Dorbal. Et après, peut-être qu'on le verra tout à l'heure, il y a les modes de conduite, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y en a
3 ou 4, 3, 4 il me semble. 4. Si je dis pas de bêtises, il faudra qu'on regarde, je me rappelle plus. Bon, après, au niveau spécificité sur l'édition, c'est 300 modèles DSG, 499 en boîte méca. Ok. Et sachant qu'en France, il y a eu 30 exemplaires et que des DSG. Donc voilà, c'est vraiment les spécificités. Et donc celle-ci, elle vient de quel pays? Elle vient du Luxembourg. Ouais. Okay. Donc c'était Luxembourg, elle a été achetée, elle avait 50 000 km. Ok. Maintenant à 90 000, elle roule. Ça va, elle n'est pas très kilométrée. Bon, ça commence à faire quand même, mais bon. Après, c'est fait pour rouler, hein. Ça fait 4 ans, 3 ou 4 ans. Grâce à cette utilisation depuis pas mal d'années, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à l'utilisation qu'on peut faire de cette voiture? J'ai cru comprendre dans les essais que j'ai pu regarder que ça s'exploitait vraiment une fois que tu atteignais des hautes vitesses ou de la haute performance, au niveau des différences qu'il y a entre une R et une normale. Mais après, je te laisse nous dire, toi qui connais la voiture peut-être un peu mieux. Je pense qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un super... en fait, ça fait tout bien, entre guillemets, c'est super polyvalent. Ça peut être un très bon daily, comme ça peut être très joueur, que ce soit en route de montagne ou sur circuit. Après, ça dépend ce que... En fait, tu achètes une voiture, ça dépend ce que les gens cherchent et ce qu'ils veulent. Effectivement. Si quelqu'un veut faire beaucoup de circuits, il va préparer une Mégane 3 RS. Oui. Si tu veux faire de l'autobahn, tu achètes une RS3 ou une RS4. Exactement. Et encore, ça reste quand même performant au circuit. Je dis pas que c'est pas performant. Juste que chaque voiture a son utilité. Et ça, c'est vrai qu'en daily mixte, se faire plaisir et pouvoir rouler tous les jours, franchement, c'est le top, quoi. Donc c'est un pari réussi d'allier un peu performance et quotidien. C'est un peu la mentalité groupe Volkswagen en général. En général, effectivement. Oui. Mais après, à savoir que par rapport à une Cupra normale, même en 300, ça reste quand même... ils ont quand même retravaillé les trains avant, trains arrière. Enfin, le châssis a été retravaillé. Je peux comprendre que le tarage, il a été un peu le carrossage aussi. Un peu plus dur. Le carrossage, je crois qu'il y a 2% d'angle en plus. Oui. Donc ils ont vraiment travaillé sur le châssis. Et puis il y a l'Aldex sur l'avant qui fait un bon boulot. Et ça, il y a aussi sur les Cupra, sur les Cupra d'origine. Et après, à quoi ça peut se comparer? Est-ce que ça se compare à une Golf 7 TCR ou peut-être une Golf R? Je sais pas. Ouais, mais après en fait c'est pareil, la catégorie 7R, ça reste du 4 roues motrices, mais c'est plus lourd. Donc une TCR plutôt? Ouais, peut-être. Parce que la concurrence, ça doit être... parce que là, on atteint quand même un niveau de puissance à 310 chevaux. Et à savoir que je pense que 95% des moteurs Volkswagen sortent plus. Ouais. Parce qu'on voit que ce soit sur du Golf GTI quand tu passes au banc, ça... même de la Cupra normale. Je sais que l'ancienne que j'avais, la bleue, elle sortait... celui qui l'a racheté l'a passé au banc et au lieu de 300, elle sortait déjà 312, je crois. Ok. Donc voilà. Après, est-ce que le bon est généreux? C'est pareil, c'est toute une histoire. En tout cas, ça se place très bien au niveau de la concurrence. Et c'est très intéressant parce que j'ai pu tester quand même beaucoup de concurrents de cette voiture avant d'en arriver là. Et ce sera tout à l'heure au niveau du débrief que je pourrais dire ce que j'en pense. Mais franchement, je pense que je sens le truc venir, comme quoi ça doit être dans le haut du panier, ou bien voire très haut dans le panier. Mais après, tu vois, je pense que la Golf 7R et tout ce qui est S3, j'y mettrais plus dans la concurrence de la Focus RS MK3 par exemple que de celle-là. Oui, effectivement. Parce que tu sais, c'est 4 roues motrices et tout. Après, ça peut peut-être jouer, hein. Mais bon. Ok, on fait un petit tour vite fait sur l'arrière, donc ça permet de voir un peu la silhouette assez dynamique des sièges. Et puis la finition qui se répète aussi à l'arrière au niveau de la contreporte, de la sellerie. Il faut savoir que je ne l'ai pas dit sur l'avant, mais l'effet carbone comme ça, c'est que dans la Cupra R, pareil. Ouais. Normalement, c'est de l'Alcantara sur des... Ok. Donc, c'est au goût des gens, c'est pareil. Petite enceinte intégrée ici, le son donc Beats comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ça. Et après, c'est sur une banquette basique, hein, avec des espèces de baquets qui te maintiennent un petit peu. Ouais, je vois ça. Avec la même finition que devant. Toujours cuir, semi-cuir et Alcantara. Et puis celle de toit aussi assombrie, donc ça permet de garder l'effet un peu voiture sportive, dynamique. D'ailleurs, pour ceux qui demandent, si elle de toit, ça me fait penser au toit ouvrant, ça n'existe pas sur une Cupra R. Okay. Voilà, l'option n'existe pas. D'accord. Du coup, l'ouverture coffre... comme sur une Volkswagen en fait. Comme sur une Volkswagen, c'est la même chose. Hein. Et voilà, bon là c'est le bazar, faut pas faire gaffe. Mais ça va, c'est pas mal au niveau de taille. Mais en fait c'est profond, c'est pour ça. Quand on voit un bidon tient quasiment en profondeur. Donc, on peut pas, vu qu'il y a tout le bazar, on peut pas vous montrer, mais sous le tapis de coffre, il y a le caisson de basse, Beats, voilà, qui est à la place de la roue de secours. Ce qui est bien du coup, ah oui, donc t'as pas de roue de secours. Voilà, c'est ça. Mais après c'est des bombes qu'ils mettent, c'est les bombes que tu ouvres en place. Ok. Voilà. Il y a un carton de LED parce que la voiture, on a mis des LED dessous.
Et puis, je vois que tu as la trappe à ski. Ça se rabat aussi niveau banquette? Oui, tout se rabat. Hein. C'est vraiment une banquette basique de. Ok, nickel. Donc ça reste, comme tu le disais, en fait, très polyvalent, même en dehors de l'usage conduite. C'est ça. Même en termes de praticité. Donc c'est vachement intéressant. Et on le voit, hein, c'est cohérent tout à fait par rapport à la taille de la voiture. Et finalement, vachement appréciable parce qu'il y a beaucoup de voitures de sport qui font un peu l'impasse dessus ou qui vont pas forcément chercher d'être aussi polyvalent que ça. Donc là, on n'est pas embêté, quoi. Pourtant, on a une voiture qui a des watts. Qui marche quand même. Ouais. Donc voici le bloc moteur, donc le 2 litres TSI assez répandu dans le groupe Volkswagen, avec son petit sigle Cupra. Et je te laisse nous expliquer un petit peu à quoi on a affaire au niveau des augmentations par rapport au Cupra classique. Alors, si on fait tout l'historique des Cupra, déjà il y a eu phase 1, phase 2. Ouais. Les phases 1, elles sont sorties en 265, les premières, il me semble, en 2015. Ouais. Ensuite, il y a eu 280, 290 en pack perf pour les phases 1, hein, je parle toujours, jusqu'à 2017. En 2017, Seat sort la phase 2, donc ça, c'est bien sûr, la R est basée sur une phase 2. Ouais. En 2017, ils sortent une Cupra 300 qui dure un an, 2017 à 2018, mi-2018, il me semble. Et ils arrêtent vite parce que du coup, la loi en 2018, tu regardes, ils sortent le FAP. Oui, c'est vrai. Le filtre à particules obligatoire sur les voitures. Et du coup, donc, ça fait baisser je pense que c'est ça, mais ça fait baisser la CTR de 310 à 300 chevaux. Puisqu'il y a eu pareil chez Golf 7R, il y a eu une 310, après ils sont descendus à 300. Et je pense que du coup, ils ont dû refaire pareil pour ce moteur-là. Donc du coup, après ils sont sortis en phase 2, donc en 300, un an. Ouais. Et après en 290. Et du coup, les Cupra R ont été faites en 2018. En fait, c'est la version finale. Hein. C'est ça. Tant que c'était chez Seat. C'est la version le plus haute, on va dire, mais qui n'est pas sortie en dernière, parce que du coup, après, ils ont ressorti des 290. Oui. Mais après, pour les particularités, DSG 300 chevaux. Et puis là-dessus. Mecha 310. Ouais. Voilà. Ce qui est intéressant d'ailleurs, qu'ils aient fait une petite différence. Petite différence pour la boîte Mecha. Ouais. Après, D'accord, et on va pouvoir tester tout ça après sur route. Alors au niveau entretien quand même, si on peut vite faire un petit point dessus, comment ça se passe? C'est plutôt costaud et facile? Après c'est pareil, c'est révision régulière tous les ans. Le type d'huile, je ne me rappelle plus, parce qu'on a changé il n'y a pas longtemps. Ça doit être de la W0W50 ou 30, je ne sais plus. Je t'avoue que j'ai pas suivi l'entretien sur celle-là. D'accord. C'est madame qui suit. Et voilà, après la maladie, là elle y est passée il y a un mois, la pompe à eau. Ok. Oui, c'est ça, la pompe à eau qui fuit. Donc du coup, ça a été changé. D'accord. C'est un peu la plus grosse, entre guillemets, maladie connue sur les blocs Seat. Et globalement, sinon ça va, sinon c'est hyper fiable. Hein. Ouais. C'est pas mal pour les voitures récentes en plus. Ça permet d'en profiter réellement plutôt que de passer son temps sous le capot. C'est ça. Non, franchement, ça reste quand même vachement fiable. Ouais. Là, comme je disais, la 96 000, par la pompe à eau et après vidange régulière. Après, quand tu le sais, tu sais que tu dois le faire, puis c'est tout. Quoi. Pas plus, c'est ça. Après, de toute façon, les full entretien Seat, là, temps là-bas, et puis voilà. Hein. Impeccable. Après, au niveau prix. Ah oui, parce que ça se situe aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Après, je dois comparer. Par exemple, la Focus RS, la M4 est moins chère, mais de 200 ou 300 euros, je crois, par vidange. Ça fait quand même, entre guillemets, ça dépend de ton budget, après, c'est pareil. Hein. Mais je crois que ça tourne autour des 800. Après, là, il n'y a pas de vidange DSG, donc du coup, c'est déjà mieux. Et après, il y a l'autobloquant aussi à faire. Je crois que c'est tous les 60 000 ou tous les 5 ans ou 4 ans, comme ça. Et après, au niveau code global de la voiture sur le marché, ça se trouve à peu près à quel niveau? Parce que j'imagine que la rareté fait aussi le prix. Ouais, mais je pense que ça s'est un peu cassé la gueule ces dernières années. Ok. Alors après, est-ce que ça va remonter, est-ce que ça va redescendre? Ça, on n'est pas monsieur ou madame Irma. Hein. Ok. Mais à l'époque, il y a 4 ans, je crois que c'était dans les 35, 36, voire jusqu'à 40 pour les modèles qui avaient peut-être moins de bornes. C'est pas non plus... ça a pris une décote d'à peu près de 10 000 quoi, sur le prix maintenant je sais qu'on a un ami qui avait exactement la même. Bon, par contre elle avait 130 ou 140 000 km. Il a dû la vendre dans les 26, 27. Ouais. Donc je pense qu'elle doit coter autour des 30. Ouais.
merci pour ta confiance. Et puis voilà, une petite prise en main et ensuite exploiter un peu plus le potentiel que propose cette version R de la Leon Cupra. Mais oui, ce qu'on disait, c'est que c'est souple, ça reste agréable à conduire tous les jours en daily. Voilà, c'est super agréable et en fait finalement le fait d'avoir une direction ultra précise et souple, ça permet d'être encore plus détendu dans les virages, etc. Parce qu'on n'a pas... c'est extrêmement souple en fait. Là je force pas du tout et la direction est extrêmement plaisante en fait. Elle est précise et en même temps légère et en même temps très souple. Et franchement là... c'est un vrai plaisir même à conduire tranquillement. Par contre, on sent qu'on en a beaucoup sous le pied droit parce que vu le peu de pression que je dois mettre pour avancer, je comprends qu'il y a de la réserve. Oui. Mais en tout cas, comme tu le disais, pour l'instant, la case daily est cochée sans faute. Oui. C'est vraiment une très bonne option pour le coup. Et puis après, on n'a pas trop parlé de l'ambiance à l'intérieur, mais c'est qualitatif. Là, les écrans sont bien visibles. On a les petits manomètres et c'est vachement agréable. Alors, par expérience et pour avoir eu, comme je te disais, une Golf 7 GTI et 2 Cupra, j'ai toujours trouvé l'intérieur des Seat plus comment dire. Enfin, je me sens plus à l'aise dans une Cupra et mieux fini entre guillemets qu'une Audi par exemple où c'est très épuré. Oui. Moi, il y en a beaucoup que ça plaît, mais moi ça me plaît pas par exemple. Et la Golf, pareil, je me sens mieux là dans la Seat que dans le... C'est une autre ambiance et elle est peut-être plus teintée méditerranée, un peu le sud. L'ambiance, on va dire, que tu retrouves en Espagne parce que c'est une marque espagnole qui est très allemande. Oui. Mais quand même, c'est la seule marque, on va dire généraliste, à part quelques tout petits constructeurs de voitures de sport, qui soit espagnole. Et finalement, on connaît les voitures en fonction de leur pays d'origine, elles ont souvent une mentalité. Et celle-ci est intéressante parce que malgré le fait que ce soit basé sur la plateforme de la Golf et que ça partage pas mal de choses avec elle, on retrouve quand même une autre ambiance, un peu de couleur, un peu d'ambiance plus chaleureuse. En parlant d'ailleurs de couleur, c'est une des seules dans le groupe Volkswagen de ces années-là où tu peux choisir la couleur de tes LED à l'intérieur. Ah ouais, c'est cool. D'ailleurs là, là c'est violet, oui. Violet, ouais. Mais sinon, il y a tout le panel de couleurs. C'est génial. On peut saluer Volkswagen en fait d'avoir réussi dans un même groupe à donner une vraie identité à chaque marque parce que Skoda pour le coup c'est aussi une marque un peu à part. Pour les RS, c'est pareil. Et franchement, chapeau parce que voilà, ils ont quand même forcé sur l'aspect un peu personnalisé tu n'achètes pas la même voiture exactement en changeant de marque dans le groupe et c'est intéressant. Je vais te mettre en mode Cupra comme ça, tu auras les différences. Hop. Est-ce qu'on va la sentir sur le dos? Non, ça va, mais... C'est un peu plus raide, tu le sens. Si je te passe le mode Cupra alors que tu es en train de descendre à ralentisseur, tu vas sentir que ça va rebondir à moins. Mais après, c'est ce que je t'expliquais, c'est que le mode confort déjà de celle-là est très, entre guillemets, raide. Enfin, est beaucoup plus raide qu'une Cupra normale. Mais ça va encore quand même, ça s'utilise pas trop mal. Par rapport aux marques Volkswagen, je pense qu'au niveau rapport qualité-prix, là c'est un peu plus cher parce que c'est la R, mais une Cupra en rapport qualité-prix, je pense que c'est un des meilleurs. Bon, on se retrouve pour la partie un peu plus dynamique. On est en mode Cupra. La suspension un peu plus dure, effectivement, on le sent sur les... Tu sens bien les défauts de route, sur le revêtement. C'est l'occasion de voir un peu aussi ce qu'elle propose comme puissance. Tu sens le train avant bouge moins que sur une Focus RS MK2, mais tu sens qu'il faut aussi faut quand même s'accrocher et tu sens pas du tout la vitesse que tu prends en fait. Non. C'est trompeur. Ouais. Et franchement le différentiel fait vachement bien le boulot parce que ça bouge pas. Tu repars tôt, ça fait le travail. Petite explosion à l'échappement. Oui. Tu peux repartir très très tôt. Le châssis est fait pour. Je suis sûr que là, j'y vais encore tranquille, mais... Toujours de la réserve sous le pied droit, ça c'est agréable.
Alors, ça pèse combien ça? Oula, j'ai pas la caractéristique. Ouais, je pense que ça doit être entre une tonne 4 et 5. 4-5, ouais. Ouais, je pense. On sent pas du tout de poids. Le différentiel fait quand même bien son boulot. Là, c'est ce que je disais, ça reste moins lourd qu'une Golf ou une Golf CTR ou une S3. Ouais. Parce qu'il n'y a pas le 4 roues motrices, donc qui met un peu plus de poids. Je parle pas beaucoup parce que j'essaye d'engranger les informations pour le débrief juste après. Ouais, pas de soucis. Mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est la capacité qu'elle développe sans te cravacher non plus. Parce que là, en fait, le rythme que j'ai mis sur d'autres voitures, où je ressentais vraiment que la vitesse, les contraintes que je mettais dans la voiture, là, elles sont pas gommées dans le sens où c'est nul, tu sais, comme il y a des voitures, voilà. Mais par contre, ouais, en fait, tu te déplaces dans un certain confort et c'est pas ce à quoi tu t'attends quand tu vois la voiture. Oui. Parce qu'elle a un air très menaçant, l'air de dire ça va pas rigoler. Et en fait, c'est plutôt pour la concurrence que ça rigole pas, parce que toi, t'es bien en fait. Non, franchement, c'est agréable, c'est incisif, c'est précis. Là, je sais que j'ai exploité peut-être à 50 ou 60%. De ce qu'elle peut proposer. On sent la réserve à la fois de puissance, mais aussi dans le châssis. Et c'est ce qu'on dit, Sport Auto, tout ça, ce que j'ai pu regarder un petit peu comme essai. Ils ont dit en fait, tu sens vraiment tout le potentiel qu'ils ont mis dans la R dès que tu vas aller chercher des hautes vitesses limites, etc. Je pense que c'est surtout sur circuit que tu vas aller exploiter. Route de montagne aussi, je pense que c'est là où tu peux te faire le plus de Parce que là, il n'y avait pas de contrainte de monter, donc c'est vrai que... Voilà. Mais... c'est franchement impressionnant à quel point ça marche par rapport au ressenti que tu en as. En fait, ouais, je pense que pour se sentir baladé en tant que conducteur dans cette voiture, pour se sentir un peu ballotté dans tous les sens, il faut y aller vraiment fort. Mais c'est ce que je dis, en fait, c'est un tout. C'est dans le sens où tu as déjà les baquets qui te maintiennent déjà énormément. Puis le châssis est vachement... Déjà sur une Cupra, c'est déjà très précis, mais alors sur la R qui est encore plus poussée, c'est encore plus précis. Donc ouais, ça reste une voiture qui est très... Ce que je dirais, hyper polyvalente. Ouais. Et c'est impressionnant parce que la Golf 8 GTI Club Sport que j'ai testé, qui est, on va dire, plus récente, mais qui est un peu le même type de voiture où ils ont voulu mettre un meilleur châssis par rapport à la version d'origine. En fait, je l'ai trouvé plus aseptisé, moins raffiné sportivement que celle-ci. Après, c'est peut-être aussi le fait qu'elle soit plus récente qui va encore accentuer l'aspect un peu aseptisé, un peu plus barbant parfois des voitures modernes, très modernes. Mais celle-ci, je trouve que je préfère, tu vois, je préfère l'ADN Cupra et tu sens le châssis est phénoménal. Ah oui. C'est un des meilleurs de ce que j'ai pu tester parce que je pense que le différentiel fait un boulot monstrueux. Honnêtement, tu vois, ce qui m'a le plus surpris, c'est la direction. Parce que, alors la puissance, des voitures puissantes, il y en a, mais là, le feeling dans la direction est incroyable, extrêmement satisfaisant. C'est vraiment une voiture qui est très complète. Et c'est une très bonne surprise. Et franchement, merci beaucoup pour m'avoir permis de découvrir cette voiture. J'espère que vous aurez aussi apprécié la découvrir. Et puis pour moi, si je peux débriefer maintenant que j'ai pu voir un peu ce que ça donne, je pense que par rapport à la concurrence, toi, Focus RS MK2 qui est un peu dans les mêmes données de puissance, beaucoup plus radicale pour le coup. Alors des sensations, il y en a dans plus finir. C'est une voiture passion pure. Et celle-ci, je pense que tu peux fournir le même résultat, voire mieux, en termes de performance, parce que la Focus RS, elle est très bien, mais elle tire à droite à gauche. Celle-ci, c'est vachement gommé, parce que les journalistes ont dit qu'ils le sentaient, etc. Mais franchement, ça va, par rapport à la Focus RS. Après, tu auras le même problème de la voiture qui se cherche, entre guillemets, sur la Focus RS MK3 aussi. Tu verras. D'accord. Mais celle-ci est vraiment... elle s'est parfaitement alliée, comme tu l'as dit tout à l'heure, le confort, mais mieux que ce que j'ai trouvé chez Volkswagen. Alors il faudra que je teste une TCR pour voir comment ça se comporte. Mais là, tu vois, Seat qui est souvent présenté comme la marque un peu en dessous, l'entrée de gamme. C'est ce qu'on dit. C'est pas l'impression que j'ai là, tu vois. Mais tu vois, si tu veux une anecdote, une fois j'ai croisé du coup une personne avec une S1 sur un parking de Burger King, tu vois. Et quand je lui ai ouvert la porte de la voiture,
il était impressionné de l'intérieur. Il m'a dit, putain, mais moi j'ai une Audi et j'ai des intérieurs de porte en plastique. Oui, voilà. Et du coup, tu vois, j'ai presque envie de... En fait, j'aurais presque envie d'avoir cette voiture pendant, tu vois, 1 semaine, 2 semaines, la comprendre, l'utiliser pour plusieurs choses différentes, parce qu'elle me donne envie, tu vois. Et franchement, je pense que c'est peut-être la marque la plus fun du groupe Volkswagen en termes de voitures abordables dans l'esprit de voitures abordables, puisque bon, Porsche c'est autre chose. Hein, voilà. Donc là, tu vois, il n'y a pas le côté... alors, c'est sans être une insulte envers la Golf GTI, mais la Golf GTI qui a l'air beaucoup plus grand public, qui est beaucoup plus polyvalente, mais d'une polyvalence un peu plus fade que celle-ci, tu vois. Non, mais c'est phénoménal. C'est exceptionnel, et puis la puissance passe au sol. Voilà. Puis c'est une voiture que tu peux, le dimanche, tu peux aller chercher ton pain, et après, si tu as envie de te faire une session circuit, tu peux partir avec. Quoi. Parfait. Voilà. Je pense qu'on a bien résumé le truc. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous avez les moyens, n'hésitez pas. C'est génial. J'ai envie de dire, il y a tout ce qu'il faut sans en faire trop, mais il y a l'ambiance quand même qui est intéressante. Donc, n'hésitez pas. C'est peut-être le moment avant qu'un jour ça décolle. Ouais, je sais pas si ça décollera, mais... Donc, on se retrouve pour conclure cette vidéo. Je vous remercie pour votre visionnage. Je remercie aussi le propriétaire pour m'avoir permis aujourd'hui de vous présenter une voiture assez rare, assez méconnue peut-être. Mais en tout cas, très dynamique, très acéré comme le montrent ses traits. Aujourd'hui, on a pu découvrir un peu l'automobile espagnole. C'était l'occasion sur cette chaîne. Avant de vous quitter, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager aussi. Ça soutient la chaîne considérablement. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, portez-vous bien.